Bonjour à tous. Ici, on ne raconte pas des légendes. On dévoile la réalité, brute, choquante, dérangeante. Des histoires vraies où la passion vire au drame, où la confiance devient une arme et où l'amour se transforme en piège mortel. Bienvenue sur Cruauté en Face Story. Ici, on explore l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre. Préparez-vous à découvrir la face cachée du mal, parce que la cruauté, ici, on la regarde droit dans les yeux. Alma n'est pas rentrée chez elle après une fête. Et à partir de là, tout a basculé. Les recherches ont commencé, lentement d'abord, puis avec cette angoisse montante, celle qui serre la poitrine quand on sent qu'un simple retard cache peut-être quelque chose de beaucoup plus sombre. Très vite, cette disparition a mis à nu une histoire d'amour à sens unique, des mensonges, des trahisons, tout ce qui, ensemble, allait tisser le drame d'Alma. Alma del Real est née le 15 octobre 1992 au Mexique, dans une famille ouvrière simple, sans luxe, mais pleine de dignité. Élevée par sa grand-mère et son grand-père, deux piliers dans sa vie, elle leur vouait un amour immense. De ses parents, en revanche, on ne savait presque rien. À l'âge de 10 ans, elle a quitté le Mexique pour rejoindre South Bend, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Un rêve américain en version modeste, celui de survivre un peu mieux. À 15 ans, elle a pris son premier emploi à plein temps. 15 ans, pendant que d'autres adolescentes rêvaient de robes de bal, elle pensait à payer les factures. Mais Alma n'était pas du genre à se plaindre. Ambitieuse, travailleuse, sociable, elle illuminait les lieux où elle passait. Enfant, elle rêvait d'être actrice ou maquilleuse, bref, d'embellir le monde à sa manière. Elle était belle, souriante et surtout profondément vivante. Avant le drame, elle travaillait à la Wells Fargo Bank. Elle venait d'obtenir une promotion, un de ces petits moments de triomphe qui te donnent envie de croire que la vie t'écoute enfin. Elle avait des projets, des envies, des plans, mais la vie, parfois, s'amuse à tout renverser d'un claquement de doigts. Le 11 avril 2015, Alma, 22 ans, est sortie faire la fête avec des amis. Une soirée banale. Une soirée comme tant d'autres, sauf qu'elle n'est jamais rentrée. Plus de réponses au téléphone, plus d'activité sur ses réseaux sociaux. Alma, qui d'habitude passait sa vie connectée, avait soudain disparu du monde digital. Au début, sa famille n'a pas paniqué. Ils se sont dit qu'elle avait sûrement dormi chez une amie, comme souvent les week-ends. Mais quand le lundi est arrivé et qu'Alma n'a pas mis les pieds au travail, l'inquiétude a pris le dessus. Ils ont signalé sa disparition à la police. Et cette fois, les autorités ont réagi vite. Ils ont fouillé son appartement, cherché des indices, observé chaque recoin. Mais déjà, quelque chose dans l'air disait que cette histoire n'allait pas bien se terminer. La porte d'entrée était verrouillée. Aucun signe d'effraction, pas un meuble déplacé, pas une trace de lutte, rien. Tout était en ordre, comme si Alma devait revenir d'un instant à l'autre. Ses papiers, ses cartes, son argent, tout était là. Alors non, elle n'avait pas fugué. Et non plus, ce n'était pas un cambriolage qui avait mal tourné. Les enquêteurs ont fouillé son ordinateur. Rien n'indiquait qu'elle prévoyait un départ. Sa famille, elle, en était sûre. Alma n'aurait jamais tout quitté. Elle venait d'obtenir une promotion qu'elle attendait depuis des mois. Elle était fière, investie, et la banque comptait sur elle. Elle n'était pas du genre à risquer sa carrière pour une escapade de dernière minute. Mais un détail glaçant changeait tout. Son sac à main,
son téléphone et les vêtements de la soirée n'étaient pas là. Tout laissait penser qu'Alma n'était tout simplement jamais rentrée chez elle. Son téléphone était introuvable, impossible à localiser, et ses cartes bancaires jamais réutilisées après sa disparition. Alors, la police a lancé les recherches. Ils ont retrouvé les amis avec qui Alma avait passé la soirée. Selon eux, ils avaient fait la tournée de 2 clubs, le Brothers Bar et le studio Rumba. Alma semblait fatiguée et c'est son ami Alberto Cruz qui l'a raccompagnée chez elle. Après cela, plus rien. Les amis d'Alma ont précisé un détail troublant. Alberto était de mauvaise humeur ce soir-là. Apparemment, il n'avait pas supporté de la voir flirter avec d'autres hommes. Rien d'étonnant. Tout le monde savait qu'il était fou amoureux d'elle. Mais Alma, elle, ne le voyait que comme un ami. Et c'est précisément ce genre de relation ambiguë qui peut se transformer en tragédie. La police s'est donc tournée vers Alberto. Il était la dernière personne à avoir vu Alma vivante. Lors de son interrogatoire, il s'est montré calme, trop calme, poli, presque détaché. Alberto, 24 ans, a raconté qu'il connaissait Alma depuis plusieurs années. Ils s'étaient rencontrés en ligne. Officiellement, ils étaient juste amis. Officieusement, lui espérait plus. Ce soir-là, à sa demande, il l'avait raccompagnée. D'après ses dires, elle serait descendue de sa voiture vers 3 heures du matin, près de chez elle, refusant qu'il la raccompagne jusqu'à l'appartement. Il serait donc rentré seul, vexé. Sur la route, son téléphone a vibré. Un appel d'Alma. Il n'a pas répondu, par fierté, par égo, et cet appel, il allait le regretter toute sa vie. Il a juré qu'il n'avait rien vu, rien entendu, qu'il ignorait totalement où elle pouvait être. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, pas d'histoire louche. Alors la police, faute de preuves, a dû le relâcher. Mais le malaise restait là, un peu trop propre, un peu trop parfait, ce récit, comme si quelque chose clochait. Et qu'Alberto savait plus qu'il ne disait. Même s'il avait été relâché, Alberto restait dans le viseur. C'était le dernier à avoir vu Alma vivante, et surtout, il avait un motif plausible, un amour rejeté. Et l'amour non partagé, c'est souvent le carburant du pire. Malheureusement, les enquêteurs n'ont trouvé aucune caméra de surveillance autour de chez Alma pour vérifier sa version. Rien. Pas une image, pas un témoin visuel pour confirmer qu'elle était bien rentrée. Le lendemain matin, le 12 avril, une amie d'Alma, Crystal, est venue la chercher comme convenu. Elles devaient partir ensemble à Chicago pour leur cours de cosmétologie. Sauf que Alma n'est jamais sortie. Crystal a appelé, frappé, insisté. Silence total. Elle a trouvé ça étrange. Alma parlait de ses cours toute la semaine, excitée comme une gamine avant Noël. Mais, naïvement, Crystal s'est dit qu'elle avait peut-être changé ses plans. Pendant ce temps, la famille d'Alma, elle, n'a pas perdu une minute. Ils ont créé une page Facebook, imprimé des tracts, mobilisé tout le quartier. L'histoire a pris de l'ampleur. Des inconnus partageaient ces photos, espérant un miracle. Et au milieu de tout ça, Alberto, le prétendant éconduit. Il s'est montré très impliqué dans la recherche, présent aux côtés de la famille, affichant compassion et détermination. « Je la retrouverai, je vous le promets, » disait-il. Ironique, non ? Quand celui qui promet de retrouver la disparue est peut-être celui qui sait déjà où elle est. La communauté s'est mobilisée.
Une récompense de 5 000 $ a même été annoncée pour toute information. Et comme Alma était une jeune femme belle, vive et très visible sur les réseaux, une autre piste est apparue, l'enlèvement pour esclavage sexuel. Certains prétendaient l'avoir aperçue dans un motel de Chicago, un de ces lieux glauques où transitent souvent des victimes de trafic humain. Le FBI est eux-mêmes entrés dans la danse. Mais après vérification, rien. Personne n'avait vu Alma. Peut-être juste une fille qui lui ressemblait. Une rumeur de plus. Une impasse de plus. Alors, faute de mieux, les enquêteurs sont revenus vers Alberto. Nouvelle convocation. Et là, un détail a changé. Un seul, mais suffisant pour que tout son récit vacille. Cette fois, il a déclaré qu'il n'avait pas entendu l'appel d'Alma à cause de la musique trop forte dans sa voiture. Sauf que ce n'était pas ce qu'il avait dit la première fois. Les policiers ont tiqué. Ils ont envoyé son téléphone en analyse et lui ont proposé un test polygraphique. Il a accepté et il a échoué, spectaculairement. Dès lors, les enquêteurs ont compris qu'Alberto cachait quelque chose. Il refusait même de laisser son téléphone entre leurs mains trop longtemps, signe classique de quelqu'un qui a peur de ce qu'on va y trouver. Et le verdict des données a été sans appel. Son téléphone était resté à proximité de chez lui pendant 2 heures la nuit de la disparition d'Alma. 2 heures. Pas de trajet vers chez elle, pas de mouvement suspect. Autrement dit, il n'avait probablement jamais ramené Alma là où il prétendait. Et là, tout le vernis de son histoire parfaite a commencé à se fissurer. Et puis, comme si de rien n'était, Alberto a quitté la ville. Direction Clover, dans l'Indiana. Il y est resté environ 1 heure, sans raison claire. Quand les policiers lui ont demandé ce qu'il y faisait, il a sorti une histoire totalement délirante. Selon lui, Alma devait de l'argent à un cartel mexicain. Et cette nuit-là, les bandits seraient apparus comme par magie devant sa maison, l'auraient kidnappé et lui auraient ordonné de s'en aller s'il voulait rester en vie. Oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, les cartels mexicains se déplacent jusqu'à l'Indiana juste pour une dette d'une jeune employée de banque. Autant dire que les enquêteurs ont levé les yeux au ciel. Cette version ne tenait pas debout une seule seconde. D'abord, elle n'expliquait pas ce qu'Alberto faisait pendant 2 heures, ni pourquoi il avait roulé jusqu'à une autre ville. Les policiers l'ont regardé droit dans les yeux et lui ont dit « On ne te croit pas ». Puis ils ont lâché la bombe. « Conduis-nous jusqu'au corps d'Alma ». Et là, il a craqué. Il a baissé la tête. Il a accepté. Le 20 mai 2015, il a emmené les enquêteurs dans une zone boisée, marécageuse et isolée. L'endroit parfait pour cacher un secret qu'on ne veut jamais voir resurgir. Et c'est là qu'ils ont trouvé le corps d'Alma. Elle gisait face contre terre, déjà en état avancé de décomposition. Elle était si bien dissimulée qu'il aurait été impossible de la retrouver sans lui. Dans la voiture, Alberto s'est mis à pleurer. Et entre 2 sanglots, il a avoué. Il l'avait étranglée. Tout prenait sens. Son trajet, ses mensonges, son comportement. Il ne s'était pas rendu à Clover par hasard. C'était là qu'il avait caché le corps. Restait à comprendre pourquoi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Peu après, Alberto a rétracté ses aveux. Avec l'aide de son avocat, il a inventé une nouvelle version. Selon lui, cette nuit-là, il aurait eu une relation sexuelle non consentie avec Alma dans la voiture. Après quoi, elle lui aurait réclamé de l'argent et menacé d'appeler la police pour viol.
une dispute aurait éclaté, et dans la panique, il l'aurait poussée. Elle serait tombée, se cognant la tête contre une pierre, morte accidentelle, a-t-il plaidé, sauf que le médecin légiste a rapidement réduit cette version en miettes. Aucune blessure à la tête, rien. La cause exacte du décès était difficile à déterminer à cause de la décomposition, mais tout indiquait un étouffement. Et surtout, rien ne prouvait qu'Alma avait menacé qui que ce soit. Les preuves matérielles, elles, étaient minces. Aucun ADN d'Alberto sur le corps, aucune trace d'Alma dans sa voiture. Et il avait même changé les pneus pour effacer toute correspondance avec les marques laissées dans la forêt. En un mois, il avait eu le temps de tout nettoyer, de tout effacer, sauf sa conscience. La seule chose qu'il n'a jamais pu effacer, c'est sa confession initiale, celle où il a indiqué l'emplacement exact du corps. Et ça, c'était déjà trop. Au tribunal, Alberto a continué à jurer que tout cela était un malheureux accident. Mais le procureur, lui, a dressé un autre portrait, celui d'un homme obsédé, jaloux, incapable d'accepter un non. Cette nuit-là, Alma avait parlé avec d'autres hommes. Ça l'avait rendu fou. Il l'a violée. Puis, pour qu'elle se taise, il l'a fait taire pour toujours. Ce qui rendait tout encore plus tragique, c'est qu'Alma le considérait comme un ami. Elle lui faisait confiance. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il lui ôterait la vie. Même ses proches avaient du mal à y croire. Ce même Alberto, qui collait des affiches, qui consolait la grand-mère d'Alma, c'était lui, le meurtrier. Le verdict est tombé. Coupable. Le juge l'a condamné à 60 ans de prison. Et il a précisé, la peine n'était pas seulement pour le meurtre, mais aussi pour la trahison. Trahir une amie, une âme confiante, et penser qu'on pouvait s'en tirer. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.